Chapitre 33 du livre international des petits trésors du commun des mortels. Vous avez vécu un état de grâce. Vous avez déjà eu une fulgurance, une intuition, un pressentiment, un rêve prémonitoire, une synchronicité, une télépathie, une sérendipité, un eureka. Racontez-nous ça. Et on commence par Jet du Massachusetts aux États-Unis qui s'adresse à Orelsan. Cher Orelsan, synchronicité. Chaque été, ma sœur et moi, les petites filles américaines de Jacques Tessier, atterrissent à Paris, prennent le train pour Caen et entrent dans le village de Vers-sur-Mer. Jour magique, palpitant, fascinant même. Les meilleurs? Je vous ai découvert à ma cinquantaine, il y a que quelques années, et tout de suite, je sentais un pont très fort se construire. Un pont à travers l'Atlantique. Un pont qui surmonte les générations. Un pont menant à mes souvenirs. Mes petits cousins français s'éclatent à vos concerts et je regarde Don't ever show this to anyone avec une appréciation immédiate et profonde pour votre style chill, honnête, loyal envers votre famille, vos amis, vos fans. Et puis la vidéo Jour meilleur. Mais c'est pas Vers-sur-Mer, ça? La vidéo Jour meilleur, matin. Les volets verts que je fermais à 22 heures quand le soleil brillait toujours à l'horizon. La plage avec les marées très basses, les crevettes, les crêpes pliées en triangle. Chaque acte du quotidien, basique, simple, mais si différent pour moi, m'enchante. Les paniers. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonnet M, la chenille, mille bornes, les apéros. Et le cirque qui venait chaque été s'installer juste en face de ma maison, avenue Paul Poré. Et tout d'un coup, vous êtes là, en face de chez moi, mon enfance, toujours avec cette lueur magique du cirque, mais maintenant, une manifestation merveilleuse, un mémorial magnifique, et la lumière, et ce pont m'achève. Puissant et hallucinant, époustouflant, invraisemblable, fantastique et inconcevable. Et puis, je me sens ridicule et très très jeune pour ressentir ces sensations si accablantes à l'idée que vous puissiez être là, à cet endroit magique. L'intensité du passé m'écrase, la tristesse de la joie du passé m'envahit, et je ne peux plus respirer, et mes larmes coulent. Jet, Massachusetts, USA, le 19 septembre 2023. 8 avenue Paul Poré, moi au milieu, York, Maine, USA. À présent, nous allons en Ukraine avec la réponse de Vlad. J'ai commencé à apprendre l'anglais à l'âge de 6 ans. Et pour être honnête, c'est un bon âge pour commencer à apprendre une langue. Mais je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle je faisais cela à l'époque. J'étais trop jeune pour comprendre que les langues sont une autre façon de communiquer avec les gens d'autres pays. En septembre 2019, je n'avais que 14 ans et mon anglais était moyennement bon, mais je ne savais toujours pas où, quand ou comment j'en aurais besoin. Cette année-là, j'ai essayé pour la première fois de gagner une bourse pour étudier aux États-Unis. Malheureusement, j'ai perdu dans les 3 premiers tours. C'est devenu mon objectif de devenir gagnant de ce programme Flex.
Je me souviens très bien qu'à l'été 2020, j'ai commencé à comprendre pourquoi j'avais vraiment besoin de l'anglais. J'ai donc commencé à l'améliorer autant que je le pouvais. J'aimerais inclure une note que je me suis écrite le 4 août 2020 à 2h44. Tous les jeux, toutes les vidéos, tous les livres, tous les textes, les séries, les films, tous doivent absolument être en anglais. Juste parce que toi, Vlad, tu veux gagner Flex. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Ok, tu commences aujourd'hui, le mercredi 5 août 2020. Tu es au moins 2, 3 semaines, tu as au moins 2, 3 semaines de temps libre. Ne le gaspille pas. Et devinez quoi? En 2020, j'ai atteint la demi-finale du Flex, mais je n'ai pas été choisie pour devenir finaliste et m'envoler pour les États-Unis. 2021 était ma dernière chance d'essayer de gagner la bourse. Et je l'ai gagnée. Je suis devenue finaliste et j'ai passé mon année d'échange aux États-Unis d'Amérique. C'était mon moment Eureka, dont je me souviendrai jusqu'au dernier jour de ma vie. Pour moi, c'est une histoire qui me motive beaucoup parce que j'ai dû faire face à tellement d'obstacles et pourtant j'ai été assez courageux et persévérant pour gagner cette bourse. Je suis reconnaissant envers les personnes qui m'ont soutenu pendant cette période, car j'aurais pu abandonner tant de fois. Maintenant, la réponse de Cathy du Wisconsin aux États-Unis. C'était en mars 2019 à Genève et j'étais en train de chercher 8 canapés pour un événement d'innovation. J'étais devenue la directrice de la logistique 3 semaines avant ce grand événement d'innovation et j'avais seulement cette période-là pour établir et finaliser le plan de la logistique. L'événement allait être très grand, avec plus de 15 ateliers, avec différents thèmes d'innovation et avec un public cible de plus de 700 personnes. L'organisation avec laquelle je travaillais avait trouvé un vieux bâtiment pour accueillir l'événement. Le bâtiment était un environnement alternatif et intéressant, mais il était aussi nécessaire de trouver et fournir tous les meubles, matériaux, nourriture, etc. pour chaque activité prévue et pour chaque espace utilisé. Pour l'atelier qui s'appelait Cercle d'innovation, la directrice de cette session voulait créer un espace calme et réconfortant. C'était une idée très cool, mais il n'y avait rien de rien du tout dans l'espace. Et la vision était d'avoir des canapés et des oreillers dans un cercle, créant ainsi un lieu chaleureux. Comment j'allais pouvoir trouver des canapés à louer en si peu de temps à Genève? La mission me paraissait impossible. En travaillant avec une collègue qui connaissait beaucoup de gens à Genève, on a appelé tous les magasins d'occasion pour voir s'il était possible de louer 8 canapés pour 2 jours. Et après avoir appelé, selon moi, presque tous les magasins possibles, on a trouvé notre solution. Un magasin local avait 8 canapés disponibles et pour un petit prix, ce qui nous a permis de louer tous les canapés. Quel succès! Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. L'étape suivante a été de trouver un camion pour apporter tous les canapés à notre événement. Mais bon, le processus de chargement, de transport et toute la mise en place, c'est une autre aventure. À présent, la réponse d'Alexandra du Canada, en Amérique. Après une journée de travail passée assise à mon bureau, je me suis levée de mon siège et soudain, j'ai ressenti une forte douleur du côté gauche de ma poitrine. Initialement,
J'ai pensé à une douleur intercostale, mais au bout de 4 jours, la douleur est devenue insupportable. Heureusement, j'ai réussi à obtenir une séance de thérapie neurocorporelle, TNC. Le diagnostic était surprenant. Deux de mes côtes étaient déplacées. Une situation étrange étant donné que je passe la journée assise sur une chaise. Le week-end suivant, je partage cette aventure avec ma mère, qui habite à 5 700 kilomètres de chez moi. Au fil de notre conversation, elle me révèle qu'elle a fait une chute en trébuchant sur l'aspirateur qui bloquait son passage. Elle me dit, heureusement que j'ai la kawan dure. J'ai juste ressenti une légère douleur du côté gauche de ma poitrine, mais rien d'autre. J'aurais pu me déplacer une côte. L'histoire s'arrête ici. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. Maintenant, la réponse de Cara du Wisconsin aux États-Unis. Il y a un phénomène dans ma famille, d'avoir rêvé d'un futur avant qu'il n'arrive, parfois des années avant, mais le rêve se réalise. C'est souvent les détails qui se présentent dans la vraie vie, comme des visages, des scènes, un mouvement, une décision, mais surtout des sentiments physiques, émotionnels et des pensées. Je me souviens de ma première expérience avec un rêve qui s'est réalisé. Je ne me souviens plus de combien de temps ce rêve avait précédé le moment avant qu'il ne se réalise, mais j'étais avec ma famille au Kentucky, passant quelques jours sur une péniche. Une nuit, une tempête est arrivée. Assise là, dans la petite cuisine, je parlais avec mon père face à face, une fenêtre en cercle sur le mur derrière sa tête. Soudainement, un éclair a frappé le ciel avec une illumination de blanc, bleu et mauve. Voilà ce que j'ai senti. L'image d'une fenêtre en arrière du visage de mon père. La table, la lumière basse dans la salle et l'éclair gelé dans le ciel. Maintenant, on part en Suède, en Europe, avec Maria. J'ai entendu parler de la danseuse française Jeanne Avril ou Jeanne Avril. Jeanne Avril, pour la première fois en 2003. J'avais alors 15 ans. C'était dans un livre illustré par les œuvres de l'artiste français Toulouse-Lautrec. Jeanne Avril et Toulouse-Lautrec étaient amis. Et il l'a représentée dans différentes situations et de différentes humeurs. Le livre présentait des peintures, des dessins et des gravures la représentant en tant que personnage et je l'ai trouvé captivant. Mais c'est la première photographie que j'ai vue d'elle accompagnant l'une des peintures qui m'a vraiment donné immédiatement le sentiment d'être connectée à elle. Je m'en souviens comme d'une sensation de souffle coupé, ressentie dans mon estomac, un peu similaire à celle de tomber amoureux. Elle avait un sourire curieux et tenait sa jambe droite levée tout en étant de profil. Sa robe rendait impossible la vue de ses bras et de sa jambe gauche, à part son pied. Cette photo prouvait qu'elle avait bien été une personne vivante, et bien qu'elle soit représentée de nombreuses fois par Toulouse-Lautrec et d'autres, une photographie montre effectivement une personne réelle. Bien que la manipulation photographique existât à son époque, les fabrications complètes de personnes, comme avec l'IA actuelle, n'existaient pas. J'ai vu qu'elle n'était visiblement pas très différente de moi. Mais la connexion que j'ai ressentie était plus profonde que cela. J'ai ressenti un désir fort et immédiat, non seulement d'en savoir plus sur elle, mais de la connaître réellement.
Au fur et à mesure que j'ai lu davantage sur sa vie et vu plus d'images et de photos, ce sentiment s'est renforcé et n'a jamais disparu. Elle possédait une sorte de mélancolie étrange tout en montrant une grande frénésie dans sa danse. Elle semblait douce mais forte, fragile mais puissante. Depuis, j'ai créé des œuvres d'art à son sujet, pour elle, et dans le but d'essayer de l'évoquer. J'ai fait cela à travers la danse, en réalisant des films sur sa vie, en visitant ses lieux à Paris, en recréant son style vestimentaire et en le portant au quotidien. Il y a eu des moments brefs au cours de ces années où j'ai senti une sorte de fusion entre nos personnes. En effectuant certains pas de danse lors d'un cours de cancan à Paris, et pas le pas de danse typique auquel on pense en entendant parler du cancan, en effectuant une sorte de saut d'une jambe à l'autre rapidement tout en reculant, les pas semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Également, en dansant pour elle et en essayant de l'évoquer, il y a eu des moments de transition. Une fois, en recréant l'une de ces danses sombres, vêtues de noir, j'ai été stupéfaite du résultat dans le viseur de l'appareil photo. C'était elle. Sur le plan plus quotidien, il n'y a pas eu beaucoup de jours au cours de ces 20 dernières années où je n'ai pas vu l'une de ces images, car je les garde chez moi en permanence. Comment puis-je expliquer ou écrire plus en profondeur sur cette sensation de connexion d'âme à travers le temps? Pourquoi porter le style vestimentaire de son époque semble juste et pas seulement visuellement? Oh, et au fait amusant, Jane Avril n'a jamais porté de corset. Jamais. En lisant sur elle à partir de différentes sources et en voyant de nombreuses fois des images et des photos d'elle, je sens que cela reflète ce que je ressens. Elle était un peu comme une étrangère à son époque, mais elle a réussi sa vie malgré les défis. Même si certaines parties de sa vie n'étaient pas heureuses, elle était pour la plupart du temps indépendante et libre. On retourne aux États-Unis, au Minnesota, avec la réponse de Tracy. Mon mari et moi avons pris la décision de faire construire une nouvelle maison pas loin de chez nous. Au début, nous avons imaginé une belle maison, mais avec des suggestions de l'architecte, le plan de la maison est devenu incontrôlable. J'étais mal à l'aise, mais nous allions continuer jusqu'au moment où l'un des partenaires commerciaux de mon mari nous a dit qu'il voulait peut-être vendre ses actions. Mon mari aurait dû racheter sa part. C'était le signe. J'ai dit qu'il fallait oublier cette maison. Nous avons décidé de rénover notre maison et c'était la meilleure décision que nous ayons jamais prise. Et le partenaire n'a pas vendu. On retourne en Europe, au Danemark, avec la réponse d'Anne-Sophie. J'ai eu une intuition et j'ai envie de vous raconter tout. Tout serait mieux si tout le monde pensait à sa mort une fois par jour. Je sais, c'est bizarre comme pensée, mais écoutez. Imaginez Paris. C'est pendant la nuit, pendant l'obscurité, que vous voyez toutes les lumières de la Tour Eiffel et des Champs-Élysées. Je trouve que c'est la même chose avec la vie et la mort. C'est quand vous êtes conscient de votre mort que vous pouvez profiter vraiment de votre vie. Pour moi, c'est une part de mon métier. Je travaille avec les gens qui regardent la mort dans les yeux. Les gens malades et aussi des gens qui sont guéris. Et je vous le dis, c'est souvent les gens qui sont conscients de leur mort qui vivent avec plus d'intensité.
On retourne aux États-Unis avec Bill de Virginie. Quand j'ai vu ma fille pour la première fois, pendant son accouchement, j'ai été frappée par une attitude, une certitude immédiate. Ma vie sera bouleversée. Ma vie et toutes mes préoccupations quotidiennes seront modifiées parce que maintenant, j'étais un père. J'avais le pressentiment que ma vie sera dédiée à être responsable pour ma fille et notre vie familiale. En fait, avec sa naissance, ma fille me montrait une nouvelle raison d'être. Être un exemple d'homme fiable, responsable, gentil, honnête. Parce qu'avec cet exemple, ma fille pourrait être capable d'avoir des relations saines avec les autres, et particulièrement les hommes. On quitte les États-Unis pour aller en Turquie avec la réponse d'Asli. J'ai tendance à faire des rêves de prémonition. La plupart du temps, ils concernent quelque chose de mal qui arrive à des personnes qui me tiennent à cœur, qui me tiennent à cœur. Je m'assure de les appeler et de prendre de leurs nouvelles. Certaines personnes y sont tellement habituées qu'elles m'appellent pour me demander pourquoi je ne les ai pas appelées lorsque quelque chose de négatif est arrivé dans leur vie. Je n'ai aucune idée du pourquoi j'ai ces rêves. Je ne sais pas non plus si un rêve est simplement un rêve ou une prémonition. La réponse de Zineb de France. L'intuition que j'étais enceinte pour mes 3 grossesses, bien avant les retards de règles et les tests, et l'état de grâce quand j'ai eu mes enfants dans les bras, après mes accouchements. À présent, on reste en Europe, on part en Espagne avec la réponse de Margarita. Une conversation a bouleversé ma vie à jamais. Mon voyage en Méditerranée aurait dû être joyeux, avec ses côtes ensoleillées et merveilleuses. Cependant, le dernier jour, une terrible tempête a éclaté. C'était peut-être le début du sombre présage. À mon retour à Barcelone, j'ai appelé mes parents à Malaga, qui veillaient sur ma fille adolescente. En parlant à ma mère, une intuition terrible m'a saisie, comme si son temps était compté. Sa voix semblait calme, mais moi, j'ai noté une étrange tristesse. Un frisson glacial a couru dans mon corps et j'ai su que quelque chose de grave se tramait. Malgré la distance, j'ai ressenti avec une certitude écrasante que le temps lui était compté. Quand je suis arrivée à la maison, ma mère m'a confié se sentir déprimée. Cela m'a paru impossible car elle avait toujours surmonté les épreuves avec résilience malgré les difficultés. Ce jour-là, j'ai insisté pour qu'elle passe un scanner complet, révélant le choc. Un terrible cancer du pancréas. 2 mois plus tard, elle nous quittait, laissant un vide difficile à combler. On reste en Europe avec la réponse d'Irena d'Italie. Je crois avoir eu une fulgurance à la mi-novembre 2022. Précisément, c'était un lundi matin, 8 heures, le moment de frénésie qui précède mon entrée au bureau, toujours en retard. Je venais d'une fin de semaine à Prague avec mes 2 amis qui habitent à Bruxelles. Ils avaient plusieurs fois abordé le sujet. Pourquoi ne pas t'installer à Bruxelles? Je leur disais que ce serait super, mais
sans vraiment jamais y croire. Le mois de novembre 2022 marquait exactement un an que j'avais décidé de quitter mon travail et de changer ma vie. Durant cette année, j'avais fait plein de choses pour me clarifier les idées et faire le grand pas. J'avais repris la psychothérapie et commencé un programme de rendez-vous avec un coach de carrière. J'avais aussi lu un livre sur comment projeter sa propre vie. J'avais peut-être ouvert beaucoup de tiroirs et la forte et mauvaise impression d'être très confuse et surtout bloquée. Le lundi matin de la mi-novembre 2022, en voiture, direction boulot, j'ai eu la pensée suivante. La raison pour laquelle je me sens bloquée depuis un an est que mon énergie est diffusée sur trop d'idées à la fois. Irena, je te demande de choisir une chose sur laquelle concentrer tous tes efforts. La première et la seule idée qui m'a traversée, c'était Bruxelles. Et à ce moment-là, j'ai fait clic. J'ai littéralement eu une vague d'énergie sous forme de nouvelles idées, de comment trouver un boulot à Bruxelles, de me lancer comme freelance, des contacts intéressants que je connaissais pour des conseils ou des indications, et aussi l'idée, qui deviendra une réalité juste quelques mois plus tard, de garder mon boulot en le faisant à distance de Bruxelles. Tout ça était dans ma tête lorsque je suis entrée dans le bureau ce lundi de la mi-novembre. J'ai dû prendre un morceau de papier pour tout noter, sinon je ne serais pas arrivée à commencer à faire quelque chose d'autre. Une demi-heure après, j'ai demandé une réunion à ma responsable de bureau et comme un fleuve, je lui ai tout dit. Elle a seulement dit, Irénée, ça c'est génial, tu vas le faire, mais tu as besoin de te donner une date précise. Je me suis donné 6 mois. 6 mois plus tard, le 19 mai 2023, j'ai pris un vol direction Bruxelles. Aller simple. J'écris tout ça à la mi-septembre de mon petit appartement dans le centre de la ville. Je ne sais pas comment les choses vont aller pour moi, mais la vague d'énergie positive que j'ai sentie et que je continue à sentir maintenant ne va jamais me faire regretter mon choix. On retourne aux États-Unis, au Texas, pour la réponse d'Heriberto. Est-ce une coïncidence ou le destin? Je suis prof au lycée et j'enseigne la chimie depuis plusieurs années. Pour le moment, j'habite un peu loin de mon travail, à environ 45 minutes, environ 40 kilomètres, je crois, car aux États-Unis, nous utilisons le système britannique de distance. Au total, je conduis environ 430 kilomètres chaque semaine. De toute façon, c'est une distance trop longue pour marcher et l'autre chose est qu'en général, aux États-Unis, il n'existe pas un bon système de transport en commun, spécialement où j'habite. Mais oui, cela existe dans d'autres villes plus grandes comme New York, Los Angeles, Houston, etc. Alors, à cause du manque général de transport en commun, il est très important d'avoir une voiture en bonne condition. Pendant environ 7 ans, j'ai eu une voiture d'occasion, une Chevrolet Cavalier 2005. Chevy Cavalier en anglais. Je me souviens très bien que cette voiture m'a duré plus de 300 000 kilomètres. Pendant les 2 dernières années que j'avais cette voiture, elle m'a donné beaucoup de problèmes. À au moins 4 reprises, la voiture m'a laissé bloquer sur la route. Chaque fois qu'elle m'a laissé bloquer, j'ai dû appeler un dépanneur pour m'emmener à un mécanicien. Et bien sûr, chaque visite chez le mécanicien me coûtait de plus en plus cher. Et autre chose, chaque fois que j'avais un problème avec cette voiture, cela me faisait manquer le travail et attendre toute la journée dans l'entreprise du mécanicien. Et à 2 occasions, j'ai dû louer une voiture pour plusieurs jours. À ce moment-là, j'ai pris une décision très difficile.
Il était temps de chercher une autre voiture. Pendant un an, j'ai fait beaucoup de recherches sur les meilleures voitures sur le marché. J'ai essayé au moins 10 voitures différentes et j'ai fait des recherches sur Internet pour les meilleures marques de voitures. Pendant tout ce temps, j'ai continué à conduire ma vieille voiture. Et toujours, je continuais d'avoir des problèmes avec ce tas de ferraille. Alors, après toute cette recherche, j'ai décidé d'acheter une voiture de marque Hyundai Elantra et Ice. Arrive la grande question de cette histoire. Un jour, quand j'étais à la coopérative du crédit local, la coopérative de crédit, j'étais en train de signer tous les documents nécessaires pour emprunter l'argent pour une autre voiture. Mais j'avais oublié certaines informations que j'avais laissées dans ma voiture. Quand je suis retournée à ma voiture et que j'ai ouvert la porte, j'ai entendu un bruit très étrange que je n'avais jamais entendu dans ma voiture. Bip! D'où provient ce bruit étrange? Bip! Je cherche dans tout l'espace intérieur de la voiture. Peut-être j'ai laissé quelque chose allumé, mais après quelques minutes à chercher, rien. Donc je me questionne d'où provient ce bruit étrange. Alors, j'ai décidé d'ouvrir le capot et voilà, à mon grand chagrin, il y avait des flammes qui sortaient du moteur. À ce moment-là, je retourne vite à la coopérative et crie que ma voiture est en train de brûler. Plusieurs employés sont sortis à grande vitesse pour voir le spectacle. À ce moment-là, j'ai appelé les pompiers et ils sont entrés en scène et en 5 minutes, ils ont arrêté le feu. Quand les pompiers ont quitté la scène, je suis retournée avec calme à la coopérative pour terminer tout le processus pour emprunter de l'argent pour une autre voiture. Je me rappelle très bien à ce moment-là, je me suis demandé, tout ça, c'est une grande coïncidence ou c'est le destin? On retourne en Europe avec la réponse de Leslie d'Irlande. Une sérendipité que j'ai vécue. Moi, sur un vélo comme ça, à mon âge, et avec ce genou en copote, tu te fous de moi. Voilà ma première réaction à la suggestion de mon fils que je devrais acheter un vélo de route. Mais à 68 ans, je l'ai fait, et au moment où j'ai enfourché le vélo, le vrai coup de foudre. Son élégance parfaite, la légèreté du cadre en fibre carbone, ses deux roues fines et extrêmement roulantes, les guidons renversés, les 20 vitesses. J'aurais dû en acheter un il y a plusieurs années. Et ce qui était la chose la plus sublime, c'était de participer 2 ans plus tard avec ce fils à une course cyclosportive de 100 km avec des centaines d'autres cyclistes. C'est un souvenir hors pair. On retourne aux États-Unis à présent avec la réponse de Cathy du Maryland. Je travaille dans le métier de la communication. Dans la première partie de ma carrière, je travaillais pour des sociétés dans une variété d'industries. J'aimais le travail, mais les industries ne m'inspiraient pas. Pendant la saison de ma vie où je restais chez moi avec mes jeunes enfants, mon mari et moi sommes passés un jour par le bureau d'une organisation de santé globale. Mon mari savait qu'une amie de son père travaillait là et voyageait à Haïti et en Afrique. Ça m'intéressait beaucoup. J'ai contacté cette amie et j'ai commencé à travailler pour l'organisation comme bénévole avec les petits projets que je pouvais faire chez moi. Après plusieurs mois, l'organisation a commencé à me payer pour les projets. C'était il y a presque 20 ans et je travaille toujours en communication pour une organisation de santé mondiale. J'ai voyagé en Afrique 4 fois et en Asie une fois. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance pour ce chemin que j'ai suivi.
Et on finit ce chapitre 33 avec Maurice de France en Europe. C'était en 1962. J'étais caporal dans l'armée de l'air et plus précisément chef de section de la compagnie de Bremgarten rattachée à Lahr en Allemagne, entre Fribourg et Baden-Baden, dans une base aérienne du premier Katak. Dans ma compagnie, il y avait un autre caporal qui paraissait avoir 50 ans, ce que je trouvais bizarre pour un caporal. Il s'appelait Pierre Cardot. Pierre racontait qu'il était franco-tchèque et qu'il devait faire son service militaire parce qu'il avait obtenu sa naturalisation française tardivement. C'était donc un appelé alors que moi, j'étais engagé volontaire. Il parlait sans accent, dans un français parfait, à une exception près. Il disait toujours suis au lieu de je suis, et cela m'intriguait. Il maîtrisait le tchèque, le français, le russe, ainsi que l'allemand, ce qui n'était pas chose courante chez les caporaux. Nous nous sommes perdus de vue, puis j'ai été libéré. Quelque temps plus tard, je suis tombée sur un exemplaire de Paris Match avec Ingrid Bergman en couverture et un titre accrocheur: Révélation exclusive, il y a des espions en France. Comment on les dévoile? Et là, j'ai découvert un article qui parlait de Pierre Cardot comme d'un espion tchèque qui avait été démasqué. Il s'était fait choper après une enquête du SDECE où il était parvenu à se faire recruter. C'est ce jour-là que j'ai compris que Pierre était en fait un agent secret tchèque qui travaillait pour les services tchécoslovaques de la STB. Dans ma compagnie, il y avait également un homme qui s'appelait Jean-Pierre Roux, qui plus tard est devenu maire de l'Île-sur-la-Sorgue, puis maire d'Avignon et député du Vaucluse. Je me souviens que sa fiancée était italienne et que grâce à elle, il recevait régulièrement des colis de bonne charcuterie italienne dont il m'a bien fait profiter. Bien plus tard, nos chemins se sont croisés par hasard au Salon du Livre de la Porte de Versailles à Paris. Plusieurs années passèrent avant que nous nous retrouvions à nouveau au cours d'un repas d'été en plein air pour déguster un aioli à Montfavet, commune où habitait ma mère. À chacune de nos rencontres, nous reparlions de Pierre Cardot, l'espion tchèque que nous avions côtoyé sans avoir imaginé qu'il pouvait être en mission secrète. Jean-Pierre est mort en 2013. Quant à Pierre, je n'ai jamais su quel était son vrai nom et ce qu'il était devenu après avoir été récupéré par la Tchécoslovaquie. À bientôt pour le chapitre 34.